Bonjour, bienvenue sur Behind the Game, le podcast qui interviewe des professionnels du jeu vidéo afin de découvrir de nouveaux métiers et leur quotidien, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je m'appelle Liam, étudiant en communication et je suis en compagnie de Nicolas Vienna. Bonjour. Bonjour tout le monde, je me présente Nicolas Vienna, producteur dans l'industrie du JV. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir une personne qui participe à cette industrie du jeu vidéo avec qui on a le plaisir de discuter, Liam. Moi aussi, je suis très content puisqu'on a le plaisir d'inviter Laurent Wang, cofondateur de Blanktone, spécialisé dans le sound design et la composition. Comment tu vas ? Super. Merci de m'accueillir dans ce magnifique podcast. Juste avant de commencer, comme d'hab, on remercie Lyon Game Dev qui est notre partenaire et qui nous permet de faire exister finalement Behind the Game. Qu'est-ce que Lyon Game Dev ? C'est une association des professionnels du jeu vidéo en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui organise des rencontres et soutien aux projets locaux. Donc, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, en tout cas sur Lyon Game Dev. Laurent, t'as tout ce qu'il te faut. T'es tout prêt est à bon. Commencer ? C'est bon, j'ai ma tête, j'ai mon micro, on est bon. Nickel. Bon, déjà, comment tu vas ? Très bien. C'est la fin de semaine, donc on est à fond dans certaines livraisons, mais sinon, mis à part ça, ça fait super plaisir de faire un petit break là pour parler un peu de jeux vidéo. Est-ce que tu peux un peu définir ton métier, dans ton rôle dans les grandes lignes ? Ouais. Moi, je suis cofondateur de Blanktone Studio. C'est un studio qui est spécialisé, comme tu l'as dit, dans l'audio immersif et puis pas mal aussi de musique interactive. Mon rôle dans le studio, c'est surtout la partie... j'ai une grosse partie en fait de BizDev, vraiment de création de réseau. Je dis bien création parce que le studio, il est pas très vieux, il est même très jeune en fait. Et donc, il y a tout ce réseau à faire, en tout cas, toutes ces connexions à faire parce que peu de gens nous connaissent encore. Et puis après, l'autre partie aussi de mon travail, c'est de prendre des décisions pour la boîte. J'ai un associé, donc on s'est partagé certains rôles et j'ai notamment un rôle un peu de planification de stratégie du studio, ce qui est pas facile, pas évident parce que j'ai un background d'artiste. D'ailleurs, David, qui est mon associé, est aussi artiste. En fait, on est tous artistes au studio. Et c'est pas, pour ceux qui font en tout cas des écoles d'art, je sais pas comment vous ça se passe, mais en tout cas dans le son, on parle pas beaucoup forcément de carrière ni de gérer en tout cas sa vie professionnelle. C'est surtout dans la création en fait. Et c'est très bien hein, d'ailleurs, mais du coup quand t'es lâché dans le bain et que tu dois vivre de ça, pas facile au début, surtout quand tu lances ta boîte. Ouais. Ça m'intéresse du coup, au niveau parcours. Avant de rentrer vraiment dans le cœur de métier, t'as fait quoi comme études et en plus, est-ce qu'elles t'ont été utiles dans la suite de ta carrière finalement ? Complètement. En fait, j'ai fait une licence de musicologie à Grenoble. Donc, j'ai commencé à Grenoble dans la vallée du Grésivaudan. Donc, je fais ma licence. J'ai failli devenir prof de musique. Donc, j'ai fait le MEF, etc. Et en fait, j'ai eu un déclic pendant l'oral, en fait. C'est-à-dire, vraiment, j'ai fait une année entière et tout. Et je me suis dit un déclic, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout le bon moment pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, si je le fais, il faut que je passe déjà les premières années à être en tant que prof, parce que tu gagnes des points, en fait, pour revenir, t'es renvoyé à Paris, puis tu dois revenir dans la région. Et je me suis dit, si je fais ça, c'est impossible que je fasse, en tout cas, je voyais pas comment j'allais recommencer, en tout cas avoir l'énergie pour lancer après une carrière artistique. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas le moment, je vais mettre ça de côté pour l'instant et je vais me donner une chance de faire de l'artistique, de la musique, en fait, mon travail. Et donc, je suis parti après à Villeurbanne, à Lyon et puis à Villeurbanne, pour faire l'ENM, qui est une école nationale musique, en jazz. Donc, j'ai fait 2 ans de jazz là-bas. Vraiment purement artistique, purement pianistique d'ailleurs aussi. Et puis après, j'ai tenté le master musique appliquée aux arts visuels, où j'étais pris en septembre 2019, juste avant le Covid. Donc en fait, c'était avant de connaître le Covid. Et donc c'est là où j'ai rencontré aussi, d'une part David qui est mon associé aujourd'hui, et d'autre part une grande partie des personnes avec qui on travaille aujourd'hui au studio comme artistes, donc des voix off, des musiciens, des instrumentistes, des auteurs, des autrices, etc. On a une grande partie de notre réseau qui vient de ce master de là, qui est un master public d'ailleurs à Lyon 2. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par des études de musique pour l'image, jeux vidéo et cinéma, il y a ce master là et puis il y a le conservatoire aussi.
Tu recommandes du coup Ouais, je recommande à 100%. Okay. Il est pas facile parce que ça demande quand même que tu aies déjà des outils, enfin en tout cas tu es déjà composé avant. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'il y a peu de places, il y a que 16 places par année. Mais par contre, trop bien parce que tu as une promo avec toi de 16 personnes. Et si tu as des gens qui sont ultra motivés, toi tu es dans ce mouvement aussi. Et vraiment, notre promo, elle était la promo 2019, pardon, sortie en 2021. C'était une promo de fou furieux. Et de folle furieuse aussi. Qu'est-ce qui t'a fait? Parce que du coup, t'es passé de musicologie à art visuel, du coup. Qu'est-ce qui a fait que tu passais de, entre guillemets, musique, composition à plutôt appliquer au film, au jeu? Pour le coup, j'en ai toujours fait appliquer un peu aux arts visuels. En fait, pendant mes années de licence, je testais pas mal de choses, de formations musicales différentes pour chœur, pour groupe, on va dire plutôt de musique moderne, pour orchestre, pour quatuor. Et en fait, un des projets de fin d'année que je voulais faire pour moi-même, pour créer des choses, c'était une mini comédie musicale de 20 minutes. Et donc, c'était l'art du spectacle vivant, en fait. Et donc, c'était surtout centré sur la narration, parce que j'ai écrit le livret, etc. On a fait les castings avec mes chers collègues à l'époque du conservatoire de Grenoble et puis aussi de la licence de musico. Et ils m'ont fait confiance, c'était trop bien, superbe expérience. Déjà, il faut gérer de l'humain. En plus de la création, c'est pas la même délire. Quand tu es derrière tes partitions tranquille dans ta tête et puis quand il faut après partager tes idées avec d'autres personnes, c'est pas facile. Mais du coup, c'est un lien directement en fait avec le cinéma et le jeu vidéo qui est quand même beaucoup la narration. Dans le jeu vidéo, il y a encore une autre, pour nous en tout cas, pour l'audio, il y a encore un autre layer qui est la partie plus interactive. Mais en tout cas, il y a une grosse quand même part de narration et donc qu'est-ce que tu racontes à travers le son. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment arriver la création de Blanktone et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Blanktone tout simplement aussi? Eh ben, à l'origine, Blanktone, c'est juste David et moi, en fait. En fait, on s'est tapé le Covid. En gros, c'est aussi simple que ça. On s'est tapé le Covid. On a eu 6 mois. On a commencé le master 6 mois, donc en septembre 2019. Et après, il y a eu le confinement en 2020, en mars 2020. Donc, ça fait à peu près 6 mois, 5 ou 6 mois. Et en fait, on a eu que des confinements jusqu'à la fin de notre master. Déjà, quand tu es compositeur, compositrice de musique, même sound designer d'ailleurs, tu es très souvent en solo devant tes micros, devant tes instruments, ton ordi. Mais avec le Covid, c'est genre, on n'a vraiment eu aucune vie étudiante quasiment, mis à part les 6 premiers mois. Et donc, on s'est dit, vas-y, t'es pas en train d'un peu de t'ennuyer là ou dans ton coin. On s'entendait déjà bien et puis on travaillait plutôt bien. Et l'autre point qui nous a donné envie, c'était surtout un peu ce côté un peu rêve qu'on avait, c'est-à-dire, ok, on veut vivre d'un truc, mais on veut pas que vivre, on veut aussi faire des projets trop cool. Un, qui nous plaise, 2, qui soient ambitieux en termes artistiques, et 3, qui soient aussi ambitieux en termes de diffusion. Et en fait, on s'est dit, si on le fait ça solo de notre côté, on va mettre 10 ans à le faire. Si un jour on y arrive. Donc, autant, viens, on met nos compétences humaines et artistiques et techniques ensemble, qui étaient en plus complémentaires à l'époque, et qui est toujours. Et comme ça, au moins, on se donne plus de chances d'y arriver, quoi. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du studio. On a mis un peu de temps avant de penser. Le site internet et le Facebook, qui est maintenant plus trop, en vrai, qui n'est plus trop actif. Mais en tout cas, le Facebook à l'époque est sorti le novembre 2020. Donc, on a mis, tu vois, quasiment 6 mois après un peu plus de 6 mois après le Covid, après le premier confinement, pour se décider, ok, on teste un truc. Et en fait, on a fait presque un an entier, donc tout le master 2, on a testé notre activité en étant sous micro-entreprise, en fait. Parce qu'on avait nos cours, on devait rendre des choses, etc. On avait tous nos stages, machin. On testait à côté des choses en auto-entrepreneur. Donc, on pouvait commencer quand même à facturer. Et on apprenait ce que c'était la facturation, etc. Et donc, on avait une sorte de double vie, en fait, durant le Master 2. Mais c'était vraiment cool. Ouais, on a pris un an de... C'est cool de pouvoir démarrer comme ça sur... il y a le côté études où c'est, entre guillemets, safe. Enfin, t'es toujours dans ce même rythme et t'as pas on va dire, le côté salariat ou avoir besoin du salaire pour vivre tout de suite, vu qu'à ce moment, t'as toujours des aides ou autres. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Enfin,
peu y arrivent, on va dire, à mixer les deux et à trouver cet équilibre entre boulot et études, parce que c'est pas si simple non plus. J'imagine que tu faisais tous les cours et en même temps les missions. Tu avais une certaine liberté ou On a réussi à avoir certaines. Après, en vrai, on a vraiment beaucoup taffé. C'était un an où c'était. Moi, j'ai trouvé ça hardcore. Je sais que David aussi a trouvé ça hardcore. Ouais. Parce qu'on a aussi enquillé beaucoup de projets durant le master. En fait, le master musique à l'image, il est coupé en deux. En fait, t'as 4 mois jusqu'à 4-5 mois de septembre jusqu'à janvier où t'as des cours, t'as des cours, t'as des choses à rendre. Et après, t'as 5 ou 6 mois jusqu'à la rentrée d'après où tu es en stage. Donc, en fait, tu vas choper des projets. Et le master, il a des liens. En fait, ils ont des liens avec des écoles. Donc, en gros, tu dois aller démarcher, tu vois, parce que tu te présentes, etc. Il faut apprendre à se présenter, à se prendre un peu, à se vendre, en tout cas, à savoir quels sont tes points forts. Et du coup, tu as déjà un premier pas dans, on va dire, une partie un peu commerciale. Même si c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas d'enjeu financier. Mais du coup, tu dois aller chercher des projets pour le présenter après, parce que ça compte dans ta note de stage, en fait, qui est de février jusqu'à août de l'année en cours. Ouais. Et après, pour le coup, quand tu dis il y a peu de gens qui le réussissent, c'est vrai. Et après, t'es quand même beaucoup aidé par le pôle Pixel, qui nous a aiguillé vers la bonne personne quand on est allé les voir. Merci à Géraldine et Pierre. Et c'est quoi le pôle Pixel pour celles et ceux qui connaissent pas? Le pôle Pixel, c'est une asso sur Lyon, qui est à Villeurbanne plutôt, à rue Émile Decor, qui est vraiment centré sur l'artistique et puis les industries créatives, donc jeux vidéo, cinéma, la musique, et qui en fait est là ont des programmes pour aider les artistes à lancer en fait une carrière, en tout cas à avoir des premières bases pour une carrière. Donc ils font une sorte d'audition, ils comprennent un peu ton projet. Et après, ils montent soit des ateliers avec toi, soit ils te aiguillent vers la bonne personne. Et dans notre cas, ils nous aiguillent vers la bonne personne parce qu'on voulait déjà créer une société. Du coup, c'est pas le même fonctionnement qu'artiste solo. Et ils nous ont aiguillés vers un incubateur, qui était l'incubateur de Lyon 2, incubateur universitaire, qui fait partie du centre entrepreneurial de Lyon-Saint-Etienne. Et en fait, on a fait un oral, etc., pour qu'on soit pris dans la promo 2021. Et en fait, on a pendant 2 ans, à partir de 2021 jusqu'à avril 2023, on a eu des ateliers vraiment uniquement sur la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire la posture, c'est-à-dire le commercial, le juridique, etc. Et ça a vraiment changé un truc. C'est pour ça que je dis que on aurait pris vraiment 50 plus, ou on n'aurait pas réussi, on aurait baissé les bras avant, si on s'en pris plein d'autres murs, si on n'avait pas eu des lettres du pôle Pixel, de l'incubateur, et maintenant de Réseau Entreprendre qui nous aide encore. Ok, donc en fait, si je comprends bien, il y a une bonne année, on va dire, en mode études, à essayer d'avoir des premiers contrats, à essayer de rencontrer des personnes. 3 ans, t'as dit, d'incubateur? Ouais, 2 ans d'incubateur. 2 ans d'incubateur, en mode full apprentissage. J'avoue que ça doit être génial d'apprendre un peu tout ça, enfin tout ce truc-là. Et après, c'est parti, quoi. Comment ça évolue maintenant? C'est quoi Blanktown maintenant, du coup? Et ben maintenant, Blanktown, c'est toujours 2 associés. On a 2 salariés avec nous, Valentin et Jérôme, qui sont au top. C'est aussi beaucoup d'intermittents et d'artistes autour de nous, parce qu'on fait une grande partie en interne. Mais il y a aussi une bonne partie qui serait impossible de faire qu'avec notre équipe, parce que ça demande des textes, ça demande des pattes artistiques aussi différentes, ça demande des compétences artistiques différentes. Typiquement, moi, je sais pas chanter. Personne au studio ne sait chanter. Donc, quand il y a besoin de chanter, on a des gens avec qui on aime bien travailler. Donc, c'est aussi tout ce réseau d'artistes à qui on fait appel sur des projets vraiment particuliers qui demandent des compétences particulières. Trop bien. Et puis, c'est aussi beaucoup de travail dans le jeu vidéo. Enfin, c'est beaucoup de projets dans le jeu vidéo. On va y venir sur tout ça. Là, et du coup, pour toi, en tout cas, là, parce que tu as quand même double casquette, on va dire, assez production, mais aussi business. Ouais. Comment tu t'organises, tes outils, enfin, ta journée type, ça correspond un peu à quoi? La fameuse question, la journée type. Et aujourd'hui, c'était peut-être une journée type. En gros, c'est une bonne partie de préparation déjà de sourcing. Enfin, il faut savoir que on a une bonne partie aujourd'hui
de nos projets de studios partenaires qui sont des studios VR. On a, depuis quelques mois, ça fait à peu près 6 mois, un truc comme ça, peut-être un peu plus, on a eu envie aussi de tester un peu l'univers du jeu vidéo, qui est pour nous, en tout cas, 2 réseaux totalement différents, qui se parlent pas beaucoup. En tout cas, nous, il y a pas beaucoup de passerelles. Généralement, c'est vraiment le monde de la VR et puis les gens du jeu vidéo. Et puis après, j'ai une partie aussi après la partie un peu on va dire commerciale, gérer les projets, une toute petite partie gérer les projets parce que c'est David qui le fait beaucoup avec les équipes. Sur certains projets où on a des studios qui enfin comme je les rencontre en premier en fait et que déjà vraiment je lance les premiers projets, ils ont une grosse confiance en moi et du coup en fonction de comment on a fait l'onboarding, comment on a fait la passation avec David, il y a certains où je continue en fait à être en lien avec les chefs de projet. Et après, il y a une partie de prod où je prod surtout les musiques électro ou jazz. Et c'est typiquement ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, c'était ça. C'était 50% de préparation là j'ai un déplacement la semaine prochaine. C'est la demi-journée. Après, j'ai eu, je dois avoir une heure et quelques, 1 heure et demie de management de projet. Et après, j'ai là 1 heure. Et puis après l'interview, j'ai encore 1 heure ou 2 on doit livrer un projet en vitesse. Quelles seraient les principales compétences pour être sound designer ou compositeur? Déjà, le plaisir d'écouter. Enfin, le plaisir d'écouter, oui, c'est vraiment le truc, c'est pas forcément entendre, c'est vraiment écouter. Les sons en général, la musique aussi pour les musiciens. Généralement, ça va comme de pair. Après, quand tu fais, généralement, t'as quand même une prédominance, soit musique, soit sound design. Mais très souvent, nous, on a des gens qui aiment le son en général, quoi. Pas forcément que la musique. Et t'entends quoi par son juste en dehors de la musique? Apprécier, typiquement, tu vois, apprécier en fait les sons qui arrivent à toi. Typiquement, t'as des sons en fait, comment dire, la dernière fois, j'ai regardé Dune, c'était un des films que j'ai beaucoup aimé cette année, Dune 2. Ils ont gagné l'Oscar pour le deuxième, je sais pas encore, mais en tout cas pour le premier, ils avaient gagné l'Oscar du meilleur son, le meilleur sound design. Et en fait, tu te dis ouais, mais le sound design est super bien, etc. Mais en fait, quand tu vois comment ils l'ont créé, tu vois, et l'amour qu'il y a derrière, c'est exactement ça. Et moi, au cinéma, j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Ça fourmillait de détails dans la création elle-même, mais aussi même dans le design, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher certains types de sons pour donner un certain réalisme ou au contraire créer une tech qui n'existe pas. Moi, c'est un point que je trouve incroyable. Pour le coup, au studio, je fais peu de sound design. C'est pour ça que j'admire les gens qui le font et qui sont là en mode j'écoute ce son, ok, il manque un peu de grave, peut-être qu'il nous faut un impact, en plus du layer qu'il y a dans le médium et dans l'aigu, ça va donner vraiment un son qui est puissant. C'est des trucs, je trouve ça fascinant. Les personnes qui sont ultra fortes en sound design et qui arrivent à visualiser, en fait, à entendre des sons qui n'existent pas encore et le mettre en forme, quoi. Et après, à le réaliser, l'enregistrer, le layering et puis après le mixer, quoi. Oui, je te rejoins tout à fait. J'ai vu pas mal de coulisses, voilà, de coulisses sur comment ils font le son design et je trouve ça fascinant. Tu te dis comment ils arrivent à penser de cette manière-là, utiliser tel objet qu'on n'imaginerait pas du tout. C'est assez fascinant. Et puis après, à l'enregistrer, tu vois, les sons, c'est ouf. Pour les jeux de voiture, par exemple, tu vois, c'est hyper minutieux. Enfin, les gens pour les fous de voiture qui jouent aux jeux de voiture, ils sont généralement passionnés de voiture. Et du coup, toi, il faut que tu ailles dans le détail, quoi. Pour des jeux un peu réalistes, il faut aller enregistrer tel modèle avec tel moteur, tu vois. C'est ça. Je l'ai un peu fait là quand j'étais à Yuri, je gérais l'équipe audio. et vraiment, on est sur du détail de détail. Mais c'était impressionnant, tu vois. Quand je discutais avec mon directeur audio, c'était... pour moi, ça reste un bruit de voiture. Moi, personne lambda, tu vois. Mais pour les puristes... Sacrilège. Et il fallait que, j'en sais rien, tu vois, la Ferrari Intel, elle soit... Enfin, il y a un certain grain, il y a le type de moteur. Enfin, c'est assez ouf en termes de... Non, mais c'est trop intéressant, ouais, carrément. Et puis à Lyon, en plus, il y a quand même un certain nombre de studios qui sont,
autour des jeux automobiles, donc voitures, mais aussi moto, etc. Et il y a un vrai savoir-faire ici. Au-delà même du jeu de voiture, en fait, je trouve qu'on se rend assez peu compte de l'impact du sound design et de la composition dans un jeu. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut faire un très bon jeu au niveau feature, au niveau design. Tu mets un sound design vraiment quali, tu passes une barre au-dessus en termes d'immersion et de sens dans ton jeu, quoi. Je trouve ça assez fou. Et surtout par rapport au visuel, c'est un truc que j'avais lu, je sais plus où, mais j'avais lu ça. Par rapport au visuel, tu vois, c'est largement moins cher à produire en termes de temps. C'est moins coûteux en termes de temps et en termes d'argent. Du coup, ça vaut le coup. Pour moi, enfin pour nous en tout cas. Après, je sais pas, je prends un paroisse, mais je veux dire assez objectivement, j'essaie de, assez objectif. C'est investir dans l'audio, ça permet quand même à moindre coût d'avoir une certaine immersion, en tout cas d'arriver à un certain niveau sans cramer tout ton budget. Je nuance ce truc parce que je vous adore, les artistes, mais qu'importe le domaine, mais pour moi c'est vraiment le domaine où on peut jamais s'arrêter. Du coup, où en fait, oui, mais si tu arrives à te limiter à un certain nombre d'itérations, parce que si t'en fais 14, finalement tu crames quand même ton budget de la même façon. Parce que ça peut être le côté du attends, mais j'ai envie de faire ça, mais en fait, attends, j'ai envie de faire ça, mais attends. Et ça marche sur des assets graphiques comme sonore, et en fait, t'as toujours quelque chose à modifier. C'est artistique, c'est très personnel finalement, mais aussi à partager. Donc en fait, tu peux vraiment continuer longtemps. Ouais. Ah, mais c'est 100%. Mais je pense que chaque itération coûte moins cher en termes financiers et en termes de temps, je pense. Enfin, en tout cas, nous, on le perçoit dans nos projets. Où on a, en fait, par exemple, typiquement, nous, avant d'envoyer une version 1, tu vois, au project manager, il y a déjà une ou deux versions qui sont passées en interne. Et du coup, ça permet, en fait, nous d'itérer en interne parce qu'on sait à peu près, tu vois, ce qui est attendu. Et du coup, les premières versions sont là pour valider les DA et après, on fait plusieurs itérations avant d'envoyer une itération. On a aussi la vraie notion de créer le son. Et il y a aussi toute la partie intégration qui est assez importante. Et là, comment vous en sortez avec Blunton de ce côté-là? Parce que c'est pas si simple d'arriver à se greffer à des projets qui ont déjà une équipe, des devs. Comment ça se passe pour vous? C'était une vraie question, ça l'est toujours. Pas pour les mêmes problématiques, ou en tout cas les mêmes questionnements. C'est une question hyper intéressante parce que pour le jeu vidéo et même pour la VR, c'est un point qu'on aborde nous ultra tôt. En fait, dès les premières rendez-vous, c'est un point qu'on aborde parce que ça prend en compte d'abord quel logiciel on va utiliser, vous quel moteur, nous quel logiciel pour enregistrer. Est-ce qu'on va passer directement, pour intégrer, est-ce qu'on passe directement sous votre moteur? Est-ce que on passe par un middleware comme Fmodwise? Ça implique du coup d'autres coûts pour vous, pour la prod, vu qu'il faut payer une licence en fonction de votre budget. Donc c'est pour ça qu'on apporte cette question très tôt. Après, dans la prod elle-même, dans l'intégration elle-même, on a un tableau qui résume tout en fait et qui permet de faire le lien avec les devs. Donc pour la partie artistique, on est en lien avec généralement le DA ou project manager. Et après, pour la partie plutôt dev, on est en lien avec le lead dev ou la personne qui va intégrer l'audio pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour être sûr que ça casse pas le code, que ça fonctionne bien. Et surtout, après, pour rapidement corriger les bugs quand on teste de notre côté. Et notre premier projet, on a créé la boîte en février 2022. Et notre premier projet qui était avec Eva qui est un jeu de réalité virtuelle qui fait du shooter en fait en FPS et qui est aujourd'hui une startup, en France, qui est la plus grosse startup qui fait ce type de jeu en salle, avec leur propre salle. Ils ont une trentaine de salles en France. Chaque arène fait, je crois, 500 mètres carrés, un truc comme ça. C'est une salle où ils ont un sac sur la tête et une sorte de PC sac, et ils se baladent avec le casque vert. Donc ils ont. C'est ça. Ils ont plus le sac. Maintenant, ils ont une tech où ils ont plus le sac à dos. Ils ont juste l'arme et le casque. Et c'était notre premier projet avec eux. En fait, coup de chance. En tout cas, on a provoqué ce truc-là.
on a bossé avec eux et en fait c'était notre premier gros projet. Vraiment, on a signé avec eux genre, je crois 7 mois ou 8 mois, un truc comme ça, après la création du studio. Et en fait, on a dû apprendre ultra vite sur l'intégration parce qu'on n'en avait pas encore fait à ce niveau-là. Et donc, on avait Valentin à l'époque avec nous et du coup, on a dû créer un pipe en fait à partir de rien du tout, en itérant avec Eva. Un pipe pour celles et ceux qui connaissent pas encore. Alors attends, j'ai un autre mot en anglais du coup. J'ai workflow, mais du coup Oui, c'est toute la ligne de production. Exactement, la ligne de production, exactement. Pour la création d'assets sonores. C'est ça. Et en fait, on a dû inventer ça. Enfin, on a dû inventer. C'est juste que on savait pas comment faire en fait, et on a dû créer notre propre ligne de production entre le design, la réalisation, les allers-retours avec du coup Eva. Quel document on allait intégrer, enfin quel document on allait avoir pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, nous au studio, mais aussi avec le client. Et puis après, comment on fait pour intégrer l'audio et comment on fait les QA et les debugs et le fixing et la livraison au final, quoi. C'était un vrai truc. Mais franchement, on s'en est bien sorti et ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble avec Eva. Et c'est avec eux qu'on a vraiment playtesté en quelque sorte l'intégration. Trop cool. Ça me permet un peu de rebondir sur cette. Tu le dis, t'as une grande partie quand même de projet VR. Ouais. Est-ce que ça vous rajoute des contraintes plus techniques par rapport à des projets PC console ou comment ça se passe? Ouais, il y a une vraie contrainte qui est le casque, parce qu'en fait aujourd'hui les casques sont pas ultra puissants, c'est-à-dire que on peut se permettre pour PC console de faire des trucs assez fous sans parce que l'audio c'est pas non plus ultra énergivore, ou en tout cas en termes de puissance. Donc on peut se permettre de faire des choses de faire des choses assez puissantes, enfin assez ouf. Sur le casque par contre, il faut vraiment être économe parce qu'ils sont pas hyper puissants. Et ça c'est la première chose. Parce que tout le son passe par le casque, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui on fait peu de PC VR. Oui, en fait, tous nos sons, en fait, tous les projets, que ce soit Eva, Mon Disparu qu'on a fait avec Emissive pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est pareil, c'est du free roaming. Donc en fait, tu te déplaces en fait, donc t'as juste ton casque, t'es relié nulle part. Donc il y a le calcul se fait dans le casque, le calcul graphique se fait dans le casque, et donc tu peux pas te permettre de faire de faire n'importe quoi. Sinon, tu vas faire tout claquer et les devs sont pas contents après. Et des devs pas contents, c'est nous qui sommes pas contents après derrière. Enfin, les artistes qui sont pas contents parce que les sons ne sortent pas comme il faut. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tester. Parce que du coup, tu bouges pas pareil, il faut le casque déjà, qui va bien. Et après, il faut que tu testes en fait avec le casque. Donc du coup, il faut que tu aies un espace, il faut que tu aies le bon casque qui fonctionne. Il faut, en fonction aussi de là où l'expérience est jouée pour la VR notamment, c'est pas du tout les mêmes sensations. Je donne un exemple. Eva, chaque endroit, leurs 30 salles en France, c'est des sortes de grands hangars en fait. Le arène fait 500 mètres carrés, mais à côté ils ont plein de mètres carrés pour l'onboarding, pour le bar, pour la partie billard, etc. Et en fait, t'as 7, 8, jusqu'à 10 mètres de hauteur sous plafond, et en fait, ça résonne de fou. Et donc, ça veut dire que nous, à chaque fois qu'on fait une nouvelle livraison avec Eva, on va dans leur zone test à Montreuil, dans leur arène test, et on fait la livraison là-bas avec le mixage qui est fait sur place, pour être sûr que le mix qu'on a au studio, il fonctionne avec le mix que toutes les salles auront dans leur propre salle, où ça résonne de partout. Ouais, parce qu'il y a une différence entre ce que tu enregistres dans ton studio et forcément dans un grand espace. C'est ça, exactement, c'est ça. Dans un grand espace où c'est hyper particulier parce que en fait l'acoustique est vraiment pas faite pour, et en fait toi tu entends ton casque et du coup faut que ça sonne bien. Et en plus, ils ont une vraie question de un peu e-sport parce que ils veulent être compétitifs, et les joueurs et les joueuses font beaucoup attention aussi aux sons qui sont dans la vraie vie, donc les vrais ennemis qui sont contre toi en fait, qui sont dans la même salle que toi. Donc il faut qu'ils entendent les feedbacks sonores qui sont dans ton casque, mais il faut qu'ils entendent aussi les pas et les mouvements des personnes dans la vraie vie, quoi, à côté de toi. Et du coup, il faut trouver un sage équilibre entre retour audio, immersion, et après ce qui se passe dans la vraie vie, quoi.
Et du coup, ce projet Eva, c'est un peu l'un de tes projets qui t'a le plus marqué, que ce soit techniquement ou créativement, parce que vu comment t'en parles et les contraintes qu'il y a eu, ou à moins qu'il y a d'autres projets qui t'ont un peu plus marqué. Eux nous ont marqué beaucoup parce que c'était notre premier et qu'on a fait, on a tout fait pour le coup. Enfin, au début, on a fait vraiment du sound design, juste quelques éléments. Après, on a fait toute la refonte sonore de leur jeu. Et ensuite, on a sorti la saison 3, 4. Là, il y a le mode zombie qui est sorti. Donc, on a fait, pour le mode zombie, on a tout fait. Pour le coup, on a fait la musique, on a fait le sound design, on a fait les VO enfin, le design de zombies aussi, du son des zombies, l'intégration et la livraison. Donc, c'est une des rares fois où on a tout fait vraiment de A à Z jusqu'à la VO et jusqu'à, voilà, tout, quoi. Il y a d'autres projets, typiquement, qui nous ont aussi beaucoup marqué. On a fait Monde Disparu pour le Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Ce qui était marquant, c'était que la quantité, parce qu'on a fait 45 minutes de musique orchestrale. Et ça paraît peu en fait 45 minutes, mais c'est un travail de fou furieux parce que c'est David qui a beaucoup taffé dessus. Parce que un orchestre symphonique, c'est entre 30 et 50 pupitres. Donc, dans ton logiciel, tu as au minimum, tu as 50 lignes en fait, plus toutes les lignes que tu rajoutes en fonction des différentes modes de jeu des instruments. Après, il faut écrire la musique, il faut arranger, il faut les mixer après. Et ça a pris 3 mois de création. Il faut diriger aussi l'orchestre aussi, j'imagine. Alors pour le projet-là, on n'a pas eu le budget pour l'orchestre, pour enregistrer l'orchestre. Mais après derrière, effectivement, il faut écrire les partitions, relire, envoyer là-bas, être là-bas pour l'enregistrement, réceptionner après à nouveau tous les enregistrements, les mixer. Enfin, il y a un gros taf à faire. Ouais. Tu m'étonnes, il t'a marqué. Ouais, pour le coup, ça nous a marqué. Et autant, ce qui nous a marqué aussi, c'était que c'était David, c'était en juillet, il a taffé juillet, août, septembre, et la livraison qui était en octobre. Et moi, j'étais au Vietnam pendant ça je crois que j'étais au Vietnam, pour voir ma famille ou un truc comme ça. Je sais plus. Non, j'étais au Japon, en vacances. Et je voyais des fois des messages de David. Oh, je galère de ouf, j'en peux plus. Et après, chaque jour, il reprenait, tu vois, le truc. Et en fait, ça fait une bande-son qui était trop bien. Et il a bossé avec un collègue à nous, qui s'appelle Nicolas Montaigne, et qui a fait aussi, qu'il a appuyé sur l'orchestration, l'arrangement. Et voilà. Ça a pris 3 mois en tout, ce projet-là. Ok, trop stylé. Mais trop bien. J'avoue, dans tous ces projets, dans tous ces avec cette multicasquette aussi que tu as en termes de business et de prod, est-ce qu'il y a des missions pour toi sur lesquelles tu aimes bien, tu préfères travailler? Tu as un type de mission où tu prends vraiment du plaisir, tu vois, où tu dis ouais, là aujourd'hui ça va être trop cool de taffer dessus. Là on en a de plus en plus, c'est les missions où en gros on nous fait 100% confiance. Et généralement c'est les deuxièmes projets, tu vois, à partir des deuxièmes projets. Parce que du coup, en fait, on n'a plus à prouver, tu vois. On a mis en place déjà la partie un peu organisationnelle. Ouais, organisationnelle, exactement, qui est assez rapide à mettre en place, mais qui, tu vois, il y a toujours un truc qu'on oublie. Chaque studio aussi a son mode de fonctionnement. Du coup, il faut qu'on relie, ok, qui est qui fait quoi, à qui on le dit, tu vois, etc. Et de plus en plus, on a du coup des projets où on s'occupe de tout. Donc, non seulement du design, donc c'est-à-dire qu'en gros, on propose en fait la partie design sonore. Les studios ne viennent plus vers nous en disant, ok, on a ça, on veut ça, et vous la réalisez, quoi. Là, c'est vraiment, on propose des choses, on confronte nos idées, on choisit les meilleures avec le studio, et après on la réalise. Et donc généralement on s'occupe de toute la bande-son quand il se passe ce genre de projet. Et c'est ce qui se passe avec la LDLC, avec Small, avec Eva aussi maintenant. Et c'est des deuxièmes, enfin c'est à partir des deuxièmes projets où ils nous font confiance maintenant. Trop bien. Ouais, c'est ce genre de projet pour le coup où on a la liberté. Enfin, une liberté. On a toujours envie que le projet fonctionne bien. Et du coup, on va toujours aller au mieux, en fait. Et en tout cas, on va proposer des idées qui nous paraissent bien, qui nous paraissent originales, qui nous paraissent puissantes par rapport à la narration, par rapport au projet en tant que tel. Et après, c'est en confrontant surtout avec nos idées avec les chefs de projet qui souvent ont l'idée, en fait, ont la vision assez artistique de leur côté, où on permet, en fait, on taille, tu vois, le projet, on a un gros bloc d'argile, on taille le projet petit à petit en confrontant nos idées. Et une fois que c'est validé, boum, on attaque la réal et après ça enquille, quoi. Ouais, sur les deuxièmes projets où il y a un peu plus de liberté, c'est là où j'imagine tu t'amuses le plus aussi, j'imagine. Ouais.
C'est ça. On sait, voilà, ils nous font confiance, on leur fait confiance, on sait très bien comment ça se passe, et on est parti, quoi. Ok. Et à l'inverse, des missions où tu sais que là, franchement, ça va être c'est un peu là la journée. Ouais. On va falloir la faire, mais bon, t'es obligé. Ça fait partie du taf. C'est les projets où souvent on s'occupe que d'une toute petite partie. Tu vois, généralement, on se teste sur des projets avec certains nouveaux studios, certains nouveaux partenaires, et du coup, en fait, on teste notre façon de travailler. On est responsable que d'une toute petite partie, et du coup, en gros, on est plus des prestataires, tu vois. Et au début, on était vraiment prestataires dans notre façon de penser, et de plus en plus, on a envie d'avoir des partenaires et pas d'être seulement prestataires avec nos studios. Parce que moi, je trouve ça trop cool de pouvoir proposer des idées et dire celle-là, elle est bien, celle-là, elle est moins bien. Ok, on choisit une des deux idées. Voilà. C'est celle où on est un peu moins responsable, on va dire, et on est l'outil, tu vois, pour aller réaliser le truc. En exécutant Ouais, c'est ça. ta liste de tâches, faut la tomber, et puis, mais clairement, de toute façon, sur des jobs créatifs, avoir ce modèle exécutant où tu as peu de marge de liberté, c'est bien plus pénible. C'est ça. Ok, trop intéressant. Moi, j'ai vu un post LinkedIn, forcément, c'est comme tout. Moi, je me renseigne sur les gens. Et j'ai vu que à un moment, t'as imité un zombie. Ouais. Et honnêtement, moi, ça me fascine parce que j'adore tout ce qui est film d'horreur, Resident Evil, etc. Comment on fait? Parce que tu l'as trop bien fait. Ouais. Ça me fascine. Voilà, je voulais savoir ça. Alors, c'était pour Eva, justement. C'était les premiers designs de DA pour les zombies d'Eva. En tout cas, une des classes de zombies d'Eva. Et en fait, c'était pour valider avec eux, en tout cas proposer des différentes DA et valider avec eux une DA en particulier pour qu'on fasse après toute la déclinaison des cris et autres sound design de ce zombie-là. Et en fait, c'est trop. Moi, j'adore faire ce truc-là. Déjà, j'adore les jeux de société. Et en fait, il y a certains jeux de société où tu sais, t'as des game masters ou narratrices. Et du coup, moi, j'adore faire ça. Et du coup, ça fait un bout de temps que pour les narrateurs, j'avais un peu plus loin. Je trouve ça marrant en plus. Mes frères et sœurs, je sais pas s'ils trouvent ça marrant ou tu sais, des fois ils aiment bien et en même temps ils trouvent ça un peu, tu vois, overkill quoi. Je trouve ça marrant. Du coup, on se marre bien. Et en fait, c'était typiquement ce genre de projet. C'était l'application de ce que je faisais pour. C'était quoi le jeu? C'est Obscurio, je crois. Le jeu de société. Ou non, c'était Mysterium, le jeu de société. Où tu joues un fantôme en fait. Enfin, le narrateur est un fantôme. Oh, c'est trop bien ça. Ouais, et du coup, c'est la continuité. Mais du coup, en fait, dans ce projet où tu devais proposer des bruits de zombies, c'était toi qui allais chercher plein qui allait te renseigner un peu sur les jeux vidéo, les films, sur comment les zombies fait, comment toi tu peux apporter. Et j'imagine vraiment que t'as fait plein d'imitations de zombies, de tests. Ça a dû être fascinant à voir. Surtout, on avait une DA qui était proposée par Eva, et après ils nous ont demandé de proposer une DA sonore. Et en gros, dans leurs zombies, eux, ils sont une partie organique, donc de la chair, et ils ont aussi une partie mécanique, un peu cyborg plutôt. Du coup, on s'est dit, ok, quel type de zombie on fait? Est-ce qu'on fait un zombie un peu à la Walking Dead, où c'est tu vois, un truc un peu lent, un peu est-ce que c'est des zombies qui courent un peu à la World War Z, ou c'est des zombies olympiques quoi, genre ils courent le 100 mètres air en 6 secondes. Et on a changé pas mal de fois, pas mal de types de zombies. Et ce qu'on avait bien aimé, c'est un peu le côté un peu guttural, c'est-à-dire en gros le côté on sent les tripes, tu vois, et la gorge qui est un peu défoncée, ou en tout cas qui est pas en bon état quoi. Et après dans notre logiciel, on les a retravaillés pour ajouter un peu le côté un peu plus cyborg. Et travailler le pitch aussi, la hauteur des cris, la hauteur sonore des cris pour avoir un peu plus grave, je crois, de mémoire. Et tout ça, du coup, c'est toute la création de ce type de zombie. La DA, l'enregistrement, la propale d'enregistrement, et puis après la post-prod pour modifier les clips audio. Je trouve ça fou parce que en fait, quand on joue au jeu, on se rend même pas compte de tout le travail que c'est pour un bruit de zombie et toutes les propales, etc. Ça me fascine vraiment. J'avais mal à la gorge. Tu m'étonnes. Je pense, j'avais mal à la gorge à la fin des sessions.
Les professionnels de la voix diront mais c'est pas bien, mais c'est pas bien. Et je sais bien, mais du coup on a donné notre corps pour ce jeu. Et je suis pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a aussi Val et Jérôme qui ont fait d'autres zombies pour le coup. Trop stylé. Je voulais, dans ce podcast, que le temps passe vite, c'est trop cool. J'espère que vous kiffez aussi, ceux qui nous écoutent. Je voulais qu'on aborde, et je pense que ça va un peu plus te parler aussi, vu que tu es un peu plus au niveau composition, mais sur la musique adaptative, excuse-moi, sur un peu au niveau technique, comment ça fonctionne et en quoi ça change, on va dire, d'une musique en format classique linéaire. Quelles sont les vraies différences dans tout ça et comment ça se met en place? C'est ultra intéressant comme question parce que c'est ça qui fait aussi l'enjeu en tout cas de la musique pour le jeu vidéo, qui est différent d'autres formats. Il y a une grosse partie, en tout cas pour nous, de réflexion sur comment sont organisés les niveaux. En fait, comment sont organisés le gameplay et le level design. Et nous, comment on peut renforcer la narration ou le gameplay par l'audio. Du coup, est-ce que c'est divisé en zones? Est-ce que c'est divisé en plutôt phases de jeu? Est-ce que c'est divisé... Et une fois qu'on a cette organisation-là, on va proposer une façon d'organiser la musique. Ça peut être en zone, ça peut être en phase de combat, phase de jeu. Ça peut être aussi pour donner certains feedbacks sonores qui sont essentiels au gameplay, essentiels et puis aussi essentiels aussi pour le feeling quoi du jeu. Donc ça c'est toute la partie on va dire organisationnelle. C'est un peu un côté un peu ingénieur. Oui, pour préparer les choses. Ouais, ingénierie, toute la musique, tu te fais ton listing d'audio, tes différents layers, quel type de layer il y aura, etc., etc. Comment ça fonctionne, comment ça boucle, quels sont les si et comment on passe à la zone, les conditions nécessaires. Exactement, c'est ça. Pour donner quelques exemples, je sais pas, quand il vous reste 2 PV sur un niveau où du coup vous tombez très bas en point de vie, et juste écoutez, vous allez voir, la musique change. Enfin, en tout cas, ces aspects-là où en effet quand vous changez de zone. Donc voilà. Et après il y a l'autre partie du coup. Et il y a l'autre partie qui après, du coup, proposer la DA qui va bien avec ce genre de gameplay. Est-ce que ça va être plutôt thématique? Est-ce que ça va être plutôt de la texture? Est-ce que du coup on va faire ça en layer? Du coup en couche sonore, musicale. Mais quand je dis musicale, ça va très souvent aussi de pair avec le sound design. En couche sonore. Et après proposer du coup les directions artistiques et les premiers thèmes en tout cas qui pourraient convenir pour valider. Et après du coup avec ce listing là en fait on fait un par un, on teste, on fait un par un, on teste. Et le testing est ultra important, c'est un truc qui est assez sous-estimé et qui souvent à la fin on est en mode faut tester l'audio. Comment t'arrives à ce que ça matche bien, tu vois? Enfin, c'est quoi les petits détails qui fait que la boucle, tu vois, vu que t'as ta composition qui est là, ça va passer à une autre loupe de composition. C'est quoi les choses qui font que ça matche bien à chaque fois et que c'était pas cette coupure de j'ai changé de son, quoi. Il y a deux parties à ça aussi. Il y a une partie dans la partie vraiment création, donc composition de la musique, où il y a des techniques. Typiquement, tu vas utiliser les mêmes tonalités, par exemple, ou tonalités voisines, ou au contraire, tu vas complètement casser le truc en utilisant une tonalité complètement éloignée. Et du coup, ça va signifier aussi un truc dans la narration. Utiliser le même tempo, par exemple. Donc, il y a plein de petites parties dans la composition. Et après, il y a la partie intégration, où même dans l'intégration, tu vas pouvoir en fait faire des transitions en fait plus ou moins fluides en fonction de ce que tu veux. Donc c'est pour ça que du coup nous on fait l'intégration parce que ça nous permet en fait de savoir comment la musique va être créée et après de savoir comment elle va être intégrée. Du coup on sait ce qui va fonctionner le mieux et on fait le choix en fait de comment on crée la musique en fonction de l'intégration. Ouais, ça rebondit avec ce que tu as dit avant. Dès les premières esquisses, en fait, il faut penser à l'intégration. Donc, c'est ça, ouais. Pour nous, c'est ultra important. Typiquement, dans Fmod, tu peux faire des trucs de fou dans la randomisation des sons de pas, par exemple. Pour la musique, tu peux faire ça, j'arrive pas à trouver le mot, des transitions hyper fluides
sans même que tu t'en rends compte en fait. T'as des exemples un peu en tête de jeux un peu pour vraiment le mettre un peu en contexte? C'est des vieux jeux pour le coup. Enfin, moi j'avais commencé mes premiers jeux avec Pokémon et je trouve que la bande son de Pokémon, c'est Pokémon Or. Mais tous les Pokémon, les derniers je les connais un peu moins, mais Pokémon jusqu'à avant la Switch, je les connais bien. Et les musiques des Pokémon, elles sont ouf. Elles sont trop bien amenées. Dans les combats, ça fonctionne trop bien. Les thèmes sont ultra, enfin, ça reste en tête, quoi. Le truc des 2 PV quand t'arrives à la fin, tu vois, il t'a le tidu. Dans les premiers jeux, ils sont ultra forts. En plus, ils te cassent les oreilles, mais tu sais que t'es dans l'urgence de ton Pokémon, il va crever la prochaine attaque, quoi. Le Rattata en face, il va te soulever en l'air avec sa vive attaque. C'est vrai que là-dessus, ils sont pas très subtils. Ouais, mais ça marche super bien. Mais ça marche bien parce que la cible en plus, c'est des. Je sais pas quel âge tu peux commencer, c'est PJ3 maintenant. Donc ça veut dire que tu vois, quand t'as 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, tu vois, bah. Le message tu est captes clair. que. Ouais, la sirène, elle te dit un truc, quoi. Ah bah, puisqu'on est les jeux Nintendo aussi, Mario Kart, maintenant que j'y pense. Le fameux 3e tour. Exactement, ouais. Et puis en plus, enfin, la musique de Mario Kart, elle est incroyable. Ils ont. Moi, c'est une des références de la réussite, je trouve, de la musique dans un jeu vidéo. Parce que en fait, tu peux l'écouter la musique quasiment que par elle-même. Il y a plein d'autres jeux, hein, mais je pense à ça parce que c'est du jazz. C'est du jazz très souvent. Il y a beaucoup une partie de jazz, même certaines parties qui sont assez free presque. Et en fait, c'est enregistré live. C'est ultra bien pensé. La musique, elle te donne à chaque fois le bon mood pour la bonne course. Ultra bien intégré. Par rapport aussi au sound design, c'est trop bien. Enfin, c'est très bien équilibré. Il y a rien enfin, t'as aucun son qui marche par-dessus l'autre. Tout est clair en fait. Le dernier lap, quand tu passes, tu captes très vite. T'as même pas besoin de regarder à quel lap t'es. Tu sais que t'es au dernier tour, quoi. Et il y a des solos de fou moi, aussi. Des fois, j'écoute. Ouais. Des fois, je fais, mais comment? Ouais, c'est ça. Il y en a une qui m'a marqué, c'est Dolphin, je sais plus comment il Oui, s'appelle. bah, je pense à celle-là Du aussi. sax. Ouais, Oh là ouais. là là, Elle est incroyable. incroyable. Le gars, il va dans les aigus, mais genre, tu t'entends presque plus rien, il a fond et tout. Et je crois que t'as un behind the scene sur YouTube. En tout cas, t'as une partie de l'enregistrement. Et moi, je trouve ça C'est fascinant. incroyable. Ouais. Et il est pas sur Spotify. La version du jeu n'est pas sur Spotify. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille chez Nintendo et qui écoute ça, Spotify, s'il vous plaît. Si on a quelqu'un, trop cool. Ok, pour recentrer aussi un peu finalement sur toi, parce que c'est aussi le but du podcast, moi ce qui m'intéresse, parce que bon, on se voit souvent en événement ou autre, on va dire côté business, mais comment tu arrives à trouver cet équilibre entre toute cette partie commerciale qui prend un temps fou, en vrai, de prospection, tu le disais tout à l'heure, de sourcing, et ça te prend quand même beaucoup de temps, et la production, la composition Blunt Tone. Et en vrai, est-ce que entre les deux casquettes, il y en a une ou pas que tu préfères? Tu te sens mieux ou plus à l'aise? C'est une question très intéressante et j'ai mis même je pense que David aussi, il a pas la même casquette, mais il a aussi cette coupure en fait entre prod et la partie le reste quoi, la partie management par exemple, là la partie création de local et c'est un truc ouais j'ai mis plusieurs années en fait, la boîte est créée depuis 2 ans, mais avant on a eu un an et demi d'incubateur. Ouais, j'ai mis bien un an et demi à commencer à cerner en fait comment je pouvais penser le truc. La façon dont je pense le truc, c'est j'ai 2 casquettes que j'aime pour le coup que j'aime autant. Au début, la partie commerciale c'était ultra dur, surtout en étant artiste où bah, on t'apprend pas trop à aller voir les gens, à te présenter, à présenter ton truc. Du coup, c'était un vrai effort pour le coup. Et du coup, j'avoue que c'est un truc que j'aimais pas trop. Et en fait, à force de le faire, à tester des choses, à aller voir des gens aussi, à leur discuter, ok, comment tu fais toi en plus pour aller voir cette personne, et en fait à choper des petits tips, tu vois, bah en fait ça me prend de moins en moins d'énergie, et surtout j'y prends de plus en plus goût. Et puis aussi, surtout aussi à force de rencontrer les gens, bah c'est plus facile parce que du coup tu arrives quelque part, tu as déjà des têtes que tu connais, et c'est quand même ultra rassurant
d'avoir des têtes que tu connais parce que tu te dis, ok, bah, j'irai voir tout à l'heure, tu vois, entre deux rendez-vous, j'irai voir un tel parce qu'on se connaît, ça fait longtemps, on s'est pas vu et tout, ça va être trop cool. Ça prend pas d'énergie, ça donne de l'énergie au contraire dans ces moments-là. T'en es fait un peu Et du de coup, bio, en maintenant, fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'as rencontré une personne ouais, qui va t'emmener vers une autre personne, qui va t'emmener vers une autre personne, et qui après, en fait, tu vas re-rencontrer d'autres personnes qui vont t'emmener c'est vers ça, d'autres ouais. personnes. Et puis les réseaux, au final, sont. Enfin, il y a des gens qui me disent qu'ils sont là depuis. Enfin, qui sont dans le monde du jeu vidéo depuis genre 10, 20 ans. Et en fait, ils connaissent tout le monde, tu vois. Et du coup, tu arrives à reboucler, en fait, facilement. Parce que c'est pas un monde. En tout cas, les gens qui décident, ou en tout cas qui sont dans la partie un peu biz-dev, bah, et même production, bah, il n'y en a pas non plus 10 000. Et du coup, tu peux reboucler assez facilement sur des réseaux, en fait. Et ça, c'est rassurant. Et du coup, ça me prend moins d'énergie. Et pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un truc du coup que j'ai. En fait, moi, ça me prend d'énergie, mieux j'aime, quoi. Euh, et du coup, par rapport à la prod, et ben maintenant, en fait, je fais que ce dans quoi je suis bon, c'est-à-dire la musique électro et jazz. C'est vraiment le truc sur lequel je suis au studio. Et du coup, en fait, dans la prod, c'est ce que j'aime. Et dans la partie bizdev, en tout cas commercial et admin, bah, c'est ce que j'aime aussi. Rencontrer des gens, prendre cette énergie-là dans les événements et en fait la redonner à l'équipe, tu vois, parce que eux, ils sont pas forcément en lien. Ils sont aussi en lien avec les clients, avec les projets, mais ils sont pas en lien avec les gens qui sont pas, avec qui on n'a pas encore travaillé. Mais du coup, je prends cette énergie à la GDC, là, à Gamescom l'année dernière, au Gamecamp bientôt, pour donner toute cette énergie et eux, enfin, les gens de l'équipe puissent prendre cette énergie et vivre, tu vois, aussi un peu cette aventure avec nous, quoi. Trop bien. Non, mais c'est clairement, on le répétera jamais assez, mais le réseau, n'hésitez pas, Mhm. si vous voulez être dans l'industrie du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous rapprocher des assos, on, comme je l'ai dit au tout début, mais avec l'asso Lyon Game Dev, nous on a des meet-up tous les premiers jeudis du mois et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, c'est trop Mhm. important juste de connecter, même si vous êtes déjà dans un studio. Mhm. On le voit là actuellement avec l'industrie qui est dans une crise. C'est important de bien s'entourer, de trouver les énergies. Mhm. Je trouve que tu as ce discours là autour d'énergie, mais Ouais. ça a du sens Ouais. d'arriver à capter un peu tout Et ça. puis même si on est un peu timide, parce que je connais un peu des gens qui sont un peu timides, ben je sais qu'il y a des gens qui peuvent aider à intégrer, ou des fois des coins ou de rencontres qui sont un peu plus petits, donc il y a pour tout le monde. Moi, je trouve honnêtement, l'univers du jeu vidéo, il est quand même assez accueillant pour avoir rencontré des gens dans des petits studios et des studios vraiment plus gros. Tu vois, nous on est tout petits en fait, et quand je les rencontre, je suis en mode ok, j'ai une petite appréhension. Et ben en fait, très souvent, mais la plupart du temps, ils nous mettent ils mettent super à l'aise. Et du coup, vraiment pas hésiter à aller voir les gens. Et même parfois à dire ok, j'avoue que je suis un peu stressé, mais du coup, tu me paraissais super, intéressant et tout, en tout cas super accueillant. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu fais. Et il y a des fois où j'ai testé ça, où j'ai dit direct que j'étais stressé parce que le rendez-vous avait de l'enjeu. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé derrière, quoi. Moi, je me demande forcément, musique, qui dit instrument. Tu sais jouer combien d'instruments en tout? Deux. Vraiment jouer, c'est deux instruments. Après, je touche à d'autres trucs, tu vois, des percussions, mais deux, c'est piano et guitare. Oh! Piano et guitare, ouais. Combien de Piano, temps piano du coup? piano c'est depuis la fac, donc ça fait presque, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Ouais, première année de fac, donc 8 ans. Ouais. 8, 9 ans. Et la guitare, depuis que j'ai commencé par la guitare, mes parents m'avaient mis à la guitare classique à Saint-Genis-sur-Guiers quand j'avais 7 ans. 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Ah oui! Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'à la fac, le piano, c'était pour faire les quatuors à cordes, etc. C'était très, très utile. Et j'ai appris le piano, du coup, à ce moment-là. Et ça m'a jamais quitté depuis, ça me sert toujours. Mais la guitare, ouais, ça fait Stylé. Et tu préfères 20 ans. laquelle entre guitare ou piano? Bah, aujourd'hui, j'utilise quand même vachement plus le piano. Parce que j'utilise quasiment tous les jours le piano. Parce que tout est fait avec, en tout cas pour les instruments électroniques, tout est fait avec le clavier. J'ai aussi un keyboard, c'est un clavier avec des vaguelettes. En fait, je sais pas comment décrire ce truc. C'est un genre de clavier, un piano. En fait, c'est un genre de piano hyper plat. Et en fait, au lieu d'avoir des touches, bah du coup, c'est des vaguelettes en fait qui représentent tes touches.
Et c'est pas vraiment un piano en soi, mais c'est une nouvelle façon de jouer. C'est comme une forme pianistique. Donc quand t'es pianiste, tu reconnais. Et par contre, dans le feeling, c'est pas du tout la même façon de jouer parce que tu peux glisser en fait tes doigts sur la touche, tu peux faire des tremblements. Et en fait, ta note va trembler aussi, chose que tu peux pas faire avec le piano. Et mais je compte ça comme un clavier, hein, en vrai. Oui, bah c'est clairement. Sur la suite, là, parce que là, on a parlé de maintenant, qu'est-ce qu'il y a des projets, des objectifs, Blanctone ou même pour toi? Ouais, on a un objectif, enfin non, on a plusieurs objectifs. On bosse beaucoup, nous, avec l'univers de la réalité virtuelle français. On a rencontré quasiment tous les plus gros studios. Là, on rencontre pas mal d'auteurs et d'autrices qui font en fait des expériences immersives. Donc ça va être un peu ça, stabiliser ça, rencontrer aussi les studios VR qui sont européens et puis même à l'étranger d'ailleurs, parce que je trouve ça intéressant. C'est un petit milieu, donc ça va pas prendre non plus 10 ans. Et puis surtout après développer le réseau du jeu vidéo en fait tout court, parce qu'à Lyon il y a un énorme bassin. On bosse avec un certain nombre de studios déjà lyonnais. Et j'aimerais connaître ce qui se passe déjà en France, parce qu'il y a un bon nombre de studios et évoluer sur ça, surtout arriver sur des projets de plus en plus ambitieux et être de plus en plus à l'aise dessus, quoi. Et pour terminer, moi j'aime bien demander aux gens des recommandations. Et ça peut être n'importe quoi. Tu peux nous recommander justement de la musique, un album, un livre, un jeu, un spectacle, n'importe quoi. Si tu avais une chose à recommander pour terminer et clôturer ce podcast, ce serait quoi? Une chose. Bon, allez, une ou deux, allez, d'accord. histoire de... Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série Tchernobyl, qui est sur Prime ou je sais plus, sur HBO peut-être, mais c'est une mini-série en 6 épisodes, Tchernobyl. Allez la voir, parce que pour moi c'est une des meilleures séries, vraiment visuelle et au niveau sonore, c'est oufissime. Genre Tchernobyl c'est genre ils ont dans l'audio, ils ont réussi à maintenir une pression. En fait, la radiation, tu la vois jamais, mais en fait tu la sens. En fait, ils ont trop bien réussi ce coup-là. Et moi, la musique, elle est ouf. C'est c'est Hildur, la compositrice qui a fait aussi le bande son de Joker, entre autres. Et franchement, elle a fait un taf de ouf sur ce projet-là. En tout cas, en série, pour moi, c'est une des meilleures séries. Là, je regarde Fallout en ce moment. Ça vaut quoi, Fallout? Parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Je suis qu'au 2e épisode, donc je peux pas trop te dire encore. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai joué au Fallout 3 en étant plus jeune. Et j'étais super nul. Vraiment, j'étais ultra nul sur ce jeu. Je faisais que les mauvaises, je prenais que les pires décisions au monde. Mais de ce que je connais, l'univers est bien respecté et je trouve que la narration est super aussi. Et j'aime beaucoup la musique. Pour le coup, je trouve qu'ils ont trouvé aussi des bons thèmes musicaux. Et attends, est-ce qu'il y a un livre ou un podcast ou un truc comme ça en ce moment? Tu peux ne pas en avoir aussi, hein, ça arrive. Si, parce qu'en plus, je regarde pas mal de. Attends, il y a quoi que j'avais regardé dernièrement? En album, j'écoute comment ça s'appelle? Un groupe japonais qui s'appelle Mrs. Green Apple. C'est un groupe de rock japonais. Et leurs 2-3 derniers albums, ils sont trop bien. Ils ont fait les openings de certains animés. De mémoire, il y a Fire Punch. Je suis pas un grand connaisseur d'animé. En tout cas, pour les gens, enfin pour ceux qui regardent des animés, il y a Fire Punch, qui est un animé assez connu. Et du coup, ils ont fait ils font pas mal d'openings d'animés. Et leur musique est trop bien, je trouve. Hyper peps et hyper inspirante. Et après, j'ai vraiment trouvé un podcast quand même. Mais c'est plus des podcasts d'entrepreneurs en fait que j'écoute. T'as le droit, hein. Pour donner de la force. Ouais, j'aime bien écouter. Il y a Skelesiak, j'aime bien écouter. Ça, c'est un bout de temps que j'ai pas écouté, mais pendant une certaine période, je trouve qu'il donne des bons conseils et ça met dans une énergie aussi d'auto-amélioration. Il y a eux, il y a aussi. Je suis aussi un entrepreneur qui s'appelle, ça j'arrive à le trouver dès que je veux, l'entrepreneur qui a monté la boîte qui s'appelle Kudak, qui est une boîte qui fait du social ads, donc on fait de la pub pour les réseaux sociaux. Ils sont assez gros et ils ont un modèle qui est hybride. Je crois même pas hybride. Ils sont full télétravail, full digitalisé.
Je trouve ça super fort. Ils sont 50, je crois. Et je trouve ça trop fort ce qu'ils font en termes de fonctionnement. Après, on adhère ou pas à ce qu'ils font, etc. Mais en tout cas, dans le mode de fonctionnement et dans la façon de penser le business, moi, ça m'a quand même pas mal mis dans ce milieu-là pour aller chercher des trucs et pas avoir peur d'aller chercher des trucs, quoi. Et de se planter aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Toujours. Ok, trop bien, trop de recommandations, enfin plein de recommandations, c'est trop cool. Ouais. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était encore une heure très plaisante, trop cool à avoir. On remercie encore une fois l'association Young Game Dev qui nous permet finalement de soutenir ce podcast et de le diffuser. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. On vous kiffe, hein, comme d'hab. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Deezer ou j'en passe, ou même sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Et ça nous donne beaucoup de force et ça prouve que vous appréciez bien ce podcast. Et un grand merci à l'équipe de Behind the Game qui réalise un gros travail pour vous proposer une émission de qualité. C'était Behind the Game. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.